Dans cette vidéo, nous allons parler d'approximation d'intégrales par des rectangles et des trapèzes. Plus précisément, nous allons définir ce que sont les sommes de Riemann et parler de la méthode des rectangles et de celle des trapèzes. Commençons par les sommes de Riemann et la méthode des trapèzes, qui sont en fait tout à fait reliées. Pour vous présenter cette méthode, je vais commencer par vous montrer des graphiques réalisés avec Python. Je vais commencer par tracer le graphe d'une fonction f, et puis nous allons subdiviser l'intervalle 0,1 sur lequel donc est définie cette fonction. Nous allons la subdiviser en 6 parties, c'est-à-dire que nous allons couper l'intervalle en 5. Donc je trace ici verticalement 6 droites verticales, donc en 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 et 1. Donc c'est une subdivision de notre intervalle de départ. Ensuite, pour chacun des points de la subdivision, donc pour chacun des intervalles de cette subdivision, je vais calculer la valeur de f en la borne de gauche. Donc pour le premier intervalle qui va de 0 à 0,2, je calcule f de 0. Pour le second intervalle, je calcule f de 0,2 et ainsi de suite, jusqu'au dernier intervalle où je calcule f de 0,8. Et ensuite, je vais définir une fonction en escalier, telle que sur chaque segment, elle va être constante égale à la valeur prise en la borne de gauche. Donc, entre 0 et 0,2, la valeur prise par cette fonction, eh bien, c'est tout simplement f de 0. Et puis sur le deuxième segment, la valeur prise par cette fonction, c'est f de 0,2, etc. Donc je recache un petit peu les traits verts verticaux qui apparaissent en Python, mais qui normalement ne font pas partie du graphe de la fonction. Et voici donc une première fonction en escalier qu'on appelle la fonction... Alors, vous voyez qu'il y a des rectangles sous cette fonction. Cette fonction est reliée à ce qu'on appelle la méthode des rectangles à gauche. Nous en dirons un peu plus précisément tout à l'heure. À gauche, car c'est la valeur de gauche qui est prise. On peut évidemment faire exactement la même chose en prenant cette fois-ci les valeurs à droite, les valeurs en la borne de droite. Donc pour chacun des segments, ici, j'ai placé un rond rouge sur la valeur prise par f en la borne de droite. Et on peut définir donc aussi une fonction d'escalier qui s'appuie sur la valeur prise par f à droite. Donc vous remarquerez qu'à gauche et à droite d'un point de la subdivision, à gauche, la valeur prise par la fonction rouge est égale à la valeur prise à droite. Ici, par exemple, à gauche de 0,4, la fonction rouge vaut une constante qui est égale à la valeur de la fonction verte entre 0,4 et 0,6. Donc les rectangles verts, si nous les décalons d'un cran vers la gauche, eh bien nous retrouvons les rectangles rouges, sauf pour le rectangle qui est tout à gauche. Et de même, le rectangle rouge qui est tout à droite ne correspond à aucun des rectangles de la fonction verte. Donc cette fonction rouge, elle est reliée à la méthode des rectangles dite à droite. Dans ces rectangles, une dernière remarque, vous remarquez que la subdivision est dite régulière, c'est-à-dire que tous les segments de cette subdivision ont la même longueur. Le principe maintenant dans cette méthode des rectangles, c'est d'augmenter le nombre de segments dans cette subdivision. Donc par exemple, tout à l'heure j'avais coupé en 5 mon intervalle, je vais maintenant le couper en 10. Donc j'ai toujours la même fonction f, mais je vais couper mon ensemble de définitions en 10 portions. Et alors, je peux là aussi prendre les valeurs à gauche dans les bornes de gauche, puis tracer ma fonction verte, et faire pareil à droite, et obtenir ma fonction rouge. Alors, on remarque déjà que ces deux fonctions en escalier sont, entre guillemets, un peu plus proches de la fonction bleue. On a l'impression que c'est une meilleure approximation. Alors, autre remarque, en général, en tout cas si la fonction bleue n'est pas monotone, il n'y a aucune raison pour que les rectangles verts soient tous au-dessus ou en dessous de la courbe bleue. Il peut y en avoir au-dessus et il peut y en avoir d'autres qui sont en dessous. Pareil pour les rectangles rouges. Donc cette approximation de la fonction bleue par des rectangles, ça n'est pas celle que nous avons faite dans la construction de l'intégrale. Intuitivement, si l'on augmente le nombre de points dans la subdivision, les fonctions rouges et vertes vont être de plus en plus proches de la fonction bleue. Donc par exemple, si je coupe maintenant mon intervalle en 20 parties égales, j'obtiens ces deux fonctions, et puis je peux continuer. Si je coupe mon intervalle en 50 parties, j'obtiens cela. Si je coupe en 100, j'obtiens cela. Donc ça devient un petit peu... Attendez, hop, on obtient ça. Donc évidemment, on commence à peine à discerner les trois fonctions. Et puis si je prends une valeur très grande, donc là je coupe en 200 parties,
ça devient très très proche. Alors si je coupe mon segment en 500 petits bouts, on ne voit graphiquement plus la différence. Là encore, intuitivement, graphiquement, les aires sous les courbes rouges et vertes devraient tendre vers l'intégrale de la courbe bleue. Est-ce que c'est le cas? Eh bien, j'affiche ici, en revenant au cas où je coupe en 5 mon segment, j'affiche donc dans le coin en haut à droite ici de cette figure, les intégrales, en tout cas une approximation des intégrales de la fonction bleue, de la fonction verte et de la fonction rouge. Donc on voit qu'il y a encore un écart assez grand entre les deux. Si je passe à M, donc si je coupe en 10 portions égales maintenant mon segment, les choses commencent à se rapprocher tout doucement de l'intégrale de la fonction bleue. Mais vous remarquerez que, alors on va voir qu'en effet l'intégrale en vert et celle en rouge convergent vers l'intégrale bleue, mais la convergence est lente. Donc ici, quand je coupe en 20, j'obtiens ces valeurs-là. Quand je coupe en 50, j'obtiens ça. Et si je vais directement à 500, j'obtiens ces valeurs-là. Alors on remarque que graphiquement on ne voit plus trop les différences entre les trois courbes. Par contre, les valeurs approchées des intégrales ne sont pas encore bonnes, même au millième près. Donc la convergence est assez lente. Alors voilà, ça c'est ce que l'on peut voir graphiquement. Maintenant nous allons voir plus précisément à quoi cela correspond mathématiquement avec des formules et puis essayer de démontrer qu'en effet les intégrales des fonctions vertes et rouges convergent vers l'intégrale de la fonction bleue. Donc j'ai représenté à droite le même graphe que tout à l'heure. Donc en bleu, nous avons le graphe d'une fonction f définie sur un intervalle AB, avec ici, sur cet exemple, a égale à 0 et b égale à 1. Donc dans le cas général, nous allons prendre a et b deux réels avec a strictement plus petit que b, et f une fonction continue sur cet intervalle. Donc pas continue par morceau, mais vraiment continue. Nous allons subdiviser le segment AB en n parties. Donc nous allons introduire un entier petit n non nul et une quantité h qui va s'appeler le pas de la subdivision, qui est tout simplement b-a divisé par n. Donc sur cet exemple, le pas de la subdivision, c'est la distance entre deux lignes verticales grises, c'est-à-dire la distance entre deux points de la subdivision. Les points de la subdivision d'ailleurs, nous allons les appeler x0, x1, x2 jusqu'à xn, avec x0 égale à a et xn égale à b. Alors quelle est leur formule? Eh bien, nous pouvons montrer que pour tout cas de 0 à n, xk c'est la bande de gauche, donc le point de départ, petit a, plus k fois, ça c'est un k, plus k fois le pas h. Donc lorsque k est égal à 0, bien sûr x0 est égal à petit a, et lorsque k est égal à n, eh bien k fois h c'est b-a, donc xn est égal à a plus b-a, donc xn est égal à b. Donc là nous avons les points de notre subdivision. Alors peut-être pour qu'on ne confonde pas avec la courbe en vert, je vais changer les couleurs sur le graphe, je vais les noter en rose, les points de la subdivision. Donc maintenant, mon objectif, c'est de définir correctement l'aire sous la courbe verte et l'aire sous la courbe rouge. Donc nous allons appeler Sn l'aire sous la courbe verte, c'est-à-dire les rectangles qui sont définis par la valeur prise par f en la borne de gauche de chacun des segments de la subdivision. Donc, nous voyons que nous allons calculer f de x0, f de x1, f de x2, f de x3, etc. jusqu'à f de xn-1, puisque, alors je remets un peu en vert ici les valeurs des points à gauche. Le dernier rectangle n'est pas défini par f de xn, sa hauteur ce n'est pas f de xn, c'est f de xn-1, où ici nous avons x indice n-1. Donc nous allons faire la somme de la hauteur des rectangles fois leur base. Alors la base est toujours égale à petit h, et la hauteur c'est f de x0 pour le premier rectangle, f de x1 pour le second rectangle, et nous allons comme ceci jusqu'à f de xn-1. Donc écrit avec un symbole sigma, notre somme Sn, donc la somme des aires des rectangles verts, c'est la somme pour k allant de 0 à n-1 df de xk fois h, et h c'est b-a sur petit n. Donc si j'appelle g la fonction verte,
eh bien l'intégrale de petit a petit b de g, c'est exactement la somme Sn. C'est la somme des aires des rectangles. Je peux faire bien sûr la même chose pour la fonction rouge. Donc si la fonction rouge s'appelle h, eh bien je vais appeler S'(n) la somme des aires des rectangles qui se trouvent qui sont définis par la courbe rouge. Nous avons la même formule que précédemment. Par contre, nous allons calculer les rectangles ont pour hauteur f de x1 pour le premier rectangle, donc cette fois-ci c'est cette hauteur-là, c'est f de x1, f de x2 pour le deuxième, jusqu'à f de xn pour le dernier. Donc nous nous rendons compte que c'est la même somme que Sn, qui est décalée d'un cran, c'est-à-dire que k va aller de 1 à n dans cette somme. Donc ça c'est la somme S'(n). Donc ces deux sommes sont appelées des sommes de Riemann. Et la Sn, c'est la somme des rectangles à gauche, puisqu'ils sont définis par la valeur prise par f en la bande de gauche, et S'(n) est appelée la somme des rectangles à droite. Alors dans le cadre rouge en bas de la page de droite, j'indique le théorème important dont nous avons pu nous convaincre graphiquement au début de cette vidéo, c'est que la suite Sn ainsi que la suite S'(n) tendent toutes les deux vers l'intégrale de f sur l'intervalle AB lorsque n tend vers plus l'infini. Cela pour nous ce sera le résultat le plus important, mais il y a un deuxième résultat au programme, c'est qui concerne la vitesse de la convergence de ces suites. Donc là nous avons besoin d'une hypothèse supplémentaire, il faut en plus que f soit de classe C1, donc pas seulement de classe C0 mais de classe C1 sur l'intervalle I. Alors si c'est le cas, eh bien l'erreur d'approximation, c'est-à-dire la valeur absolue de Sn moins l'intégrale de f, tend vers 0, en gros à la même vitesse que 1 sur n, c'est-à-dire en grand taux de 1 sur n. Donc ça peut être, ce grand taux, c'est juste dire, peut-être ça va 10 fois plus vite ou 10 fois moins vite que la suite 1 sur n, mais c'est de l'ordre d'une constante fois 1 sur n. Alors ça n'est pas très rapide, une suite qui converge à exactement à la même vitesse vers 0 que la suite 1 sur n, eh bien cela signifie que si nous voulons avoir 3 chiffres exacts après la virgule lorsque nous approchons l'intégrale par Sn, il va falloir calculer S indice 1000. Il va falloir calculer 1000 termes dans notre suite. Si nous voulons 7 chiffres après la virgule, il va falloir calculer 10 puissance 7 termes de notre suite. Donc ça n'est pas du tout une méthode efficace. C'est celle que nous étudions en maths ici d'un point de vue théorique parce qu'elle est très simple à étudier, cette méthode des rectangles, mais dans la pratique, les algorithmes d'approximation d'intégrales n'utilisent pas du tout cette méthode des rectangles, il y a des méthodes beaucoup plus efficaces. Alors pour le deuxième point, je l'ai écrit avec Sn, mais c'est le même résultat avec S'(n). L'erreur d'approximation entre S'(n) et l'intégrale est aussi un grand taux de 1 sur n dans le cas où f est de classe C1. Nous allons maintenant démontrer le théorème précédent, et nous allons le faire pour la suite S'(n), sachant que la démonstration pour la suite Sn est la même. Donc commençons par le premier point. Nous allons commencer par utiliser la relation de Chasles. L'intégrale pour f de a à b, c'est donc l'intégrale de f allant de x0 à xn, ce que nous pouvons donc écrire comme la somme pour k allant de 1 à n, de l'intégrale de x indice k-1 à x indice k de f. Donc d'après la relation de Chasles, cette somme, si vous mettez bout à bout ces intégrales, vous donne bien l'intégrale de f de x0 jusqu'à xn. Or, pour tout k de 1 à n, si nous intégrons de xk à xk-1, de xk-1 à xk, la constante f de xk, eh bien nous savons qu'une telle intégrale est égale à la constante en question fois la longueur de l'intervalle d'intégration, c'est-à-dire ici xk moins xk-1. Or notre subdivision est régulière, donc xk moins xk-1 est toujours égal au pas de la subdivision que nous avons appelé h, et qui est égal à b-1 sur n. Si nous sommons toutes ces relations de 1 à n, donc si nous calculons la somme pour k allant de 1 à n de toutes ces intégrales, donc de xk-1 à xk df de xk, eh bien nous obtenons donc la somme pour k allant de 1 à n df de xk fois b-1 sur n, et ceci par définition c'est exactement S'(n). Alors maintenant que nous avons écrit l'intégrale de a à b de f comme une somme d'intégrales
ainsi que s'n, et ces deux, nous voyons ici que nous avons deux objets qui sont tout à fait de la même forme, nous allons pouvoir calculer la différence s'n moins l'intégrale de a à b de f. C'est donc en valeur absolue la somme pour k allant de 1 à n de l'intégrale pour de xk-1 jusqu'à xk, pardon, de f de xk, ça c'est la partie en s'n, moins f de t, le tout dt. Donc f de xk, c'est la partie qui nous vient de s'n, et f de t, c'est la partie qui nous vient ici. Donc ici, l'intégrale de f, c'est l'intégrale de f de t dt, c'est la partie qui nous vient de l'intégrale de f. Alors, comme toujours, lorsque nous avons une valeur absolue de somme, nous allons majorer tout ceci par la somme des valeurs absolues. Donc nous pouvons rentrer les valeurs absolues sous le signe somme. Vous voyez qu'alors nous aurons la valeur absolue d'une intégrale, et nous pouvons réutiliser l'inégalité triangulaire, mais cette fois-ci pour une intégrale, et faire rentrer les valeurs absolues sous le signe intégral. Donc après ces deux inégalités triangulaires successives, une fois pour la somme, une fois pour l'intégrale, nous obtenons cette inégalité. Alors maintenant, nous allons essayer de nous occuper de ce terme-là et voir s'il est possible de le majorer. Donc nous allons appeler étoile cette dernière inégalité, nous allons y revenir très vite. En attendant, nous allons introduire un epsilon strictement positif, et nous allons utiliser que f est continu sur AB, qui est un segment. Donc f est continu sur le segment AB. Et donc, nous allons réutiliser une seconde fois le théorème de Hein, que nous avons déjà utilisé un peu plus en avant dans ce chapitre. Donc avec le théorème de Hein, notre fonction f est uniformément continue sur le segment AB. F est uniformément continu. Ce qui signifie que pour le epsilon que nous avons fixé, il existe une constante alpha strictement positive telle que, quels que soient les points x et y dans l'intervalle AB, si la distance entre x et y est strictement plus petite que alpha, alors la distance entre f de x et f de y sera plus petite qu'epsilon. Donc pour notre epsilon fixé, il existe un alpha strictement positif, tel que la phrase dièse qui est ici est vraie. Donc maintenant nous savons que la suite b-a sur n tend évidemment vers 0 lorsque n tend vers plus infini. Donc il existe un rang, il existe un entier n0 dans n étoiles, tel que b-a sur n0 est strictement plus petit que alpha. Et donc évidemment, quel que soit l'entier n supérieur ou égal à n0, eh bien b-a sur n est inférieur ou égal à b-a sur n0, qui est donc strictement plus petit que alpha. Donc si nous prenons un tel entier n supérieur ou égal à n0, nous avons donc pour tout cas de 1 à n, la longueur de l'intervalle xk-1 est égale à b-a sur n, et est donc strictement plus petit que alpha. Donc, pour tout t appartenant à l'intervalle xk plus 1, xk-1, xk, pardon, nécessairement la distance entre xk et t est strictement plus petite que alpha. Donc si nous revenons à notre inégalité étoile, nous avons ici, donc elle apparaît encore page de gauche, vous voyez que vous avez ici la quantité f de xk moins f de t. Donc avec la phrase dièse, cette quantité est plus petite qu'epsilon. Donc je vais plutôt me mettre sur une nouvelle page. Avec étoile, nous avions donc montré que la valeur absolue de s'n moins l'intégrale de a à b de f était plus petite que la somme pour k allant de 1 à n de l'intégrale de xk-1 à xk de la valeur absolue de f de xk moins f de t dt. Mais nous venons de dire que, ici,
la distance entre xk et t est strictement plus petite que alpha. Donc avec l'inégalité dièse, eh bien la valeur absolue de f de xk moins f de t est strictement plus petite qu'epsilon. Et donc, la valeur absolue de s'n moins l'intégrale de f est plus petite que la somme pour k allant de 1 à n de l'intégrale de xk moins 1 à xk des epsilon, dt. Et nous retombons sur l'intégrale d'une constante, qui est donc égale ici à la longueur de l'intervalle, donc b-1 sur n fois epsilon. Donc nous sommes en train de sommer une constante, et comme il y a n entier de 1 à n, eh bien il y a n termes dans cette somme, donc cette somme est exactement égale à b-a fois epsilon. Donc qu'est-ce que nous avons montré? Nous avons montré que pour tout epsilon strictement positif, il existe un rang n0 dans n, tel que, à partir du rang n0, la suite valeur absolue de s'n moins l'intégrale de a à b de f est plus petite que epsilon fois une constante qui ici est égale à b-a. Et bien ceci, c'est exactement dire que la suite s'n tend, lorsque n tend vers plus infini, vers l'intégrale de a à b de f. Alors ça, c'est la démonstration du premier point du théorème. Pour le second point, nous allons supposer que f, en plus d'être continu, est de classe C1 sur notre intervalle i. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que la dérivée f' est continue sur l'intervalle i, donc l'intervalle i en l'occurrence c'est le segment AB, et toute fonction continue sur un segment est borné et atteint ses bornes, donc la valeur absolue de f' est majorée par un certain réel k strictement positif. Et nous avons vu dans le cours sur la dérivation que cela implique que la fonction f est k-lipschitzienne sur le segment AB. Donc si nous revenons à nouveau à notre inégalité étoile, nous allons pouvoir dire des choses encore un peu plus fortes que ce que nous avons uniquement fait avec le théorème de Hein. Nous avions donc valeur absolue de s'n moins l'intégrale de a à b de f plus petit que la somme pour k allant de 1 à n de l'intégrale de xk-1 à xk de la valeur absolue de f de xk moins f de t dt. Alors maintenant, comme notre fonction f est k-lipschitzienne, nous allons pouvoir majorer ce terme-là. Donc ce terme vert est majoré par k fois la valeur absolue de xk moins t. K fois valeur absolue de xk moins t. En l'occurrence ici, nous savons que xk est plus grand que xk moins 1, donc xk est plus grand que t, donc xk moins t est toujours positif, donc pas besoin de mettre des valeurs absolues. Et puis je vais profiter encore de mon outil numérique pour sortir k par linéarité, le mettre devant la somme et l'intégrale. Mais maintenant, cette intégrale, eh bien, nous savons la calculer. Donc, nous gardons pour l'instant k en facteur devant ainsi que notre somme. Cette intégrale, une primitive, c'est moins 1/2 de xk moins t au carré, à calculer donc entre xk moins 1 et xk. Alors la quantité entre les crochets s'annule en xk, et en xk moins 1, elle est égale à moins 1/2 de xk moins 1 au carré. Mais xk moins 1, c'est le pas de notre subdivision. Donc cette dernière quantité, c'est donc grand K fois la somme pour K allant de 1 à n, de 1/2 fois b-a sur n au carré. Encore une fois, nous avons assommé ici une constante. Combien y a-t-il de termes dans cette somme? Il y en a n. Donc tout ceci est égal à K fois 1/2 fois b-a au carré sur n. Donc c'est plus petit qu'une constante fois grand N, c'est donc bien un grand taux de 1 sur n. Alors on peut remarquer, même si c'est hors programme, que dans le premier point de cette démonstration, si nous supposons que f est de classe Cm, donc si elle est continue par morceaux au lieu de continue, eh bien nous pouvons adapter la démonstration en découpant l'intervalle de départ avec une subdivision adaptée à petit f, et le résultat est toujours vrai.
Dans le second point, nous avons supposé que f est de classe C1, nous l'avons utilisé uniquement pour montrer que f était lipschitzienne. Si donc f n'est pas de classe C1 mais qu'elle est tout de même lipschitzienne, le résultat est encore valable. Donc si je réécris ce que nous venons de montrer que b-a sur n fois la somme pour k allant de 1 à n df de xk, mais alors xk est égal à a plus k fois b-a sur n, et bien toute cette suite, lorsque n tend vers plus l'infini, elle tend vers l'intégrale de a à b de f. Donc ça c'est un résultat important. Alors en l'occurrence, ça c'est pour les rectangles à droite, mais nous avons vu que si nous remplaçons les indices de la somme, si ça ne va pas de 1 à n, mais de n à n-1, eh bien nous avons le même résultat. Il y a un cas particulier qui est celui que nous rencontrerons dans quasiment tous les exercices reliés à ce résultat, c'est le cas où a est égal à 0 et b est égal à 1. Alors les sommes qui s'écrivent au-dessus là s'appellent les sommes de Riemann, mais celles que vous rencontrerez ce sera quasiment tout le temps dans le cas où a est égal à 0 et b est égal à 1. Donc dans ce cas, le résultat de convergence qui se trouve juste dessus serait écrit 1 sur n fois la somme pour k allant donc soit de 1 à 0, soit de 0 à n, soit de 1 à, je vais y arriver, soit de 0 à n-1, soit de 1 à n, df de k sur n tend vers l'intégrale de 0 à 1 de f lorsque n tend vers plus infini. Voilà, donc ça c'est vraiment sous cette forme-là que vous rencontrerez beaucoup d'exercices. Donc, ce sont des exercices qui ne sont, quand on les voit, l'énoncé, on va en faire un exemple juste après, l'énoncé paraît pas vraiment estampillé intégral. On vous demande plutôt de calculer la limite d'une somme. Donc ça ressemble plutôt à un exercice sur les suites ou sur les séries. Mais si vous ne pensez pas introduire une somme de Riemann, vous aurez beaucoup de mal à résoudre cet exercice. À partir du moment où vous pensez à l'outil somme de Riemann, eh bien, ce sont des exercices qui ne sont pas très compliqués en général à résoudre. Il suffit de mettre la somme sous la forme qui est ici. Alors, traitons justement tout de suite un exemple. Voici un exercice typique d'utilisation d'une somme de Riemann. On vous demande de calculer la limite de la suite Sn définie par somme pour k allant de 1 à n des n sur k au carré plus 3n carré. Donc a priori, ça ne ressemble pas à un exercice d'intégration. Donc il faut vous souvenir, lorsque vous avez la limite d'une telle somme à calculer, que parmi tous les outils possibles, il y a évidemment des outils de suite et de série que l'on peut utiliser, mais il y a aussi l'outil des séries de Riemann, des suites de Riemann, pardon, et ça n'est pas toujours si simple d'y penser lorsqu'un tel exercice tombe dans un contexte qui est totalement extérieur à un cours d'intégration. Alors ici, bon, c'est un exemple d'utilisation des suites de Riemann, donc nous allons partir sur une suite de Riemann. Notre suite Sn, nous allons la mettre sous la forme 1 sur n fois une somme de f de k sur n pour une fonction f à déterminer. Donc la première étape, c'est de mettre 1 sur n en facteur de la somme. Donc si nous faisons cela, la somme pour k de 1 à n, c'est la somme des n carrés sur k au carré plus 3n carré. Sous le signe somme, nous voulons faire apparaître une fonction en k sur n, donc il est tout à fait naturel de diviser le numérateur et le dénominateur par n carré, ce qui nous donne la somme des 1 sur k sur n au carré plus 3. Et là, c'est plus ou moins terminé car nous allons introduire la fonction f définie sur 0, 1 et à valeur dans R, qui à x va associer 1 sur t au carré, x au carré, pardon, plus 3. Donc ici, notre somme Sn, c'est la somme des 1, c'est 1 sur n fois la somme pour k allant de 1 à n df de k sur n. Donc c'est bien une suite de Riemann, c'est bien une somme de Riemann. Et puisque la fonction f est continue, d'après le résultat que nous venons de démontrer, eh bien la suite Sn tend vers l'intégrale de 0 à 1 de f lorsque n tend vers plus infini. Donc pour calculer la limite de Sn, il ne reste plus qu'à calculer l'intégrale de f entre 0 et 1. Cette intégrale est simple à calculer. Nous savons qu'une primitive de f, c'est 1 sur racine de 3 fois arctangente de x sur racine de 3.
à calculer entre 0 et 1. Donc en 0, la fonction sous le crochet s'annule. Il ne reste donc que 1 sur racine de 3 fois arctangente de 1 sur racine de 3. Et arctangente de 1 sur racine de 3 est égal à pi sur 6. Donc nous obtenons finalement pi sur 6 racine de 3. Donc voici un exemple très classique sur les sommes de Riemann, et nous en verrons d'autres en cours. Donc depuis le début de cette vidéo, nous avons approché l'intégrale de f par des sommes d'aires de rectangles. Donc cette méthode s'appelle la méthode des rectangles, à condition que la subdivision soit bien régulière comme nous l'avons fait ici. Donc ça porte le nom à la fois de somme des Riemann, mais aussi de méthode des rectangles, puisque les sommes Sn et S'N qui sont reliées à la méthode des rectangles s'appellent des sommes de Riemann. Il existe une autre méthode plus efficace et qui ne coûte presque pas plus cher, c'est la méthode des trapèzes. Donc pour l'illustrer, je repars sur le même graphique qui m'a servi tout à l'heure pour la méthode des rectangles. Sur ce graphe, nous voyons que très souvent, sur chacun des segments, il y a un des rectangles, soit le rouge, soit le vert, qui est trop grand, qui est plus grand que la fonction bleue, et dans ce cas-là, l'autre rectangle est trop petit. C'est assez souvent le cas. Alors d'ailleurs, sur tous ces segments, bon là c'est un peu le hasard, mais le rectangle rouge est complètement au-dessus du graphe bleu et le rectangle vert est en dessous, ou l'inverse. Mais attention, ça n'est pas une obligation. Par exemple ici, la fonction bleue ne se trouve pas entre le rectangle rouge et le rectangle vert. Mais en tout cas, il y a tout le temps l'aire du rectangle soit rouge soit vert qui est plus grande que l'aire sous la courbe bleue. Et donc, pour l'autre rectangle, c'est trop petit. Donc une bonne idée, c'est de se dire que si on fait la moyenne des aires des deux rectangles, on va probablement avoir une approximation meilleure. Donc, à chaque fois, je peux couper en deux la différence entre le rectangle rouge et le rectangle vert. Je peux prendre la moyenne des rectangles rouges et des rectangles verts. Et donc, j'obtiens une série de rectangles roses, et si je regarde l'aire sous les rectangles roses, ou si vous préférez, si je fais la somme des aires des rectangles roses, eh bien la question c'est, est-ce que lorsque je vais avoir une subdivision qui va contenir de plus en plus de points, est-ce que comme pour les rectangles rouges et verts, la somme de l'aire des rectangles roses va tendre vers l'intégrale de f? On espère que c'est oui. Alors de toute façon, comme on fait la moyenne de deux suites qui tendent vers l'intégrale de f, eh bien oui, la somme des aires des rectangles roses va tendre vers l'intégrale de f, mais est-ce qu'elle va tendre plus vite que les deux autres? Est-ce que l'approximation est meilleure? La question est là. Alors si nous faisons ce dessin, oui, on a quand même l'impression que ça va être mieux, parce que si je regarde le premier segment, ici, j'ai toute cette aire en trop, qui est sous le rectangle rose, mais qui est au-dessus du rectangle bleu. Par contre, sur la deuxième partie du segment, j'ai toute cette aire, cette fois-ci, qui est sous la courbe bleue, mais qui n'est pas sous la courbe rose. Donc si je fais la somme des deux, ça a bien l'air de se compenser. Et finalement, l'aire du rectangle rose ne doit pas être très très loin de l'aire sous la courbe bleue. Et on a un petit peu le même phénomène sur tous les segments. Donc, en tout cas, ça a l'air de toute façon meilleur que l'approximation avec les rectangles verts ou les rectangles rouges. Mais une manière graphiquement de s'en persuader encore plus, c'est de dire que lorsque l'on fait la moyenne entre les deux rectangles, au lieu de faire une séparation horizontale comme je l'ai faite là, on peut très bien couper le rectangle délimité par le rouge et le vert dans ce sens-là, le couper en diagonale. Finalement, alors maintenant nous obtenons un trapèze. Alors ici ça ressemble un peu à un triangle, mais c'est parce qu'en 0 ma fonction se trouve sur l'axe des abscisses, mais ici, j'ai très clairement un trapèze, c'est-à-dire que si je regarde l'aire sous la courbe rose sur le segment qui va de 0,2 à 0,4, c'est très clairement l'aire qui est sous un trapèze. Et l'aire de ce trapèze est égale à l'aire du rectangle rose que j'avais précédemment, puisque de toute façon, c'est l'aire du rectangle vert plus la moitié de la différence entre l'aire du rectangle rouge et du rectangle vert. Donc, toutes mes séparations horizontales, je peux les supprimer et les remplacer par des séparations obliques. J'aurai une courbe rose dont l'aire sous la courbe sera exactement la même qu'avec mes rectangles. Et là, il est très très clair que la fonction rose est une bien meilleure approximation que les deux fonctions rouge ou verte. Donc l'approximation de l'intégrale de f par l'aire sous la courbe rose, cela s'appelle la méthode des trapèzes.
À quoi est égal l'aire sous la courbe rose, ou si vous préférez la somme des aires des trapèzes? Eh bien, comme c'est la moyenne entre la somme des aires des rectangles rouges et des rectangles verts, eh bien tout simplement, l'aire sous la courbe rose, nous pouvons l'appeler Tn, où n c'est donc le nombre de points dans la subdivision, et c'est 1/2 de Sn plus S'N, tout simplement. Alors ce qu'on peut réexprimer avec une somme, donc il est souvent assez usuel de dire que c'est 1/2 de f de x0 plus f de xn, puisque f de x0 n'apparaît que dans la somme Sn et f de xn n'apparaît que dans la somme S'N, mais tous les autres termes apparaissent dans les deux sommes, donc ils apparaissent deux fois le 1/2 qui est devant les parenthèses, et bien cela va s'annuler. Il nous reste la somme pour k allant de 1 à n-1 df de xk. Et évidemment, donc, ne pas l'oublier, il faut multiplier tout ceci par le pas de la subdivision, donc par b-1 sur n. Donc ça, c'est l'expression donc de la somme des aires de nos trapèzes. Alors il se trouve qu'il n'y a aucun résultat explicitement au programme sur la méthode des trapèzes, mais c'est une méthode importante à connaître culturellement, et vous voyez qu'elle est très simple, là encore, à mettre en œuvre. Mais nous pouvons démontrer 2 points. Alors le premier est parfaitement évident. Si Sn et S'N tendent vers l'intégrale de f, leur somme tend vers 2 fois l'intégrale de f, et donc en remultipliant par 1/2, on obtient facilement que Tn tend vers l'intégrale de a à b de f, lorsque n tend vers plus infini. Le point plus important, c'est est-ce que l'on peut dire quelque chose de l'erreur d'approximation ou de la vitesse de convergence. Alors, là encore, comme pour les sommes de Riemann, il y a une hypothèse supplémentaire à connaître pour avoir un résultat intéressant. Si nous savons que f est de classe C2 sur l'intervalle, sur le segment AB, alors l'erreur d'approximation, c'est-à-dire la suite des valeurs absolues de Tn moins l'intégrale de a à b de f, est un grand taux, mais de 1 sur n carré cette fois-ci. Donc ça n'est plus en 1 sur n, c'est en 1 sur n carré, ce qui tend beaucoup plus vite par 0, puisque cette fois-ci, si vous voulez 2 décimales exactes, il n'est plus nécessaire d'aller jusqu'au 100e terme de la suite, il suffit d'aller au 10e terme, et ainsi de suite. Donc c'est une méthode qui, en termes de calcul, est exactement à la même complexité que celle des rectangles, puisque vous voyez que l'expression de la somme qui se trouve en bas à gauche n'est pas plus longue à calculer, cette somme n'est pas plus longue à calculer que les rectangles rouges ou verts. Par contre, la suite tend beaucoup plus vite vers l'intégrale. Donc c'est une méthode qui ne coûte pas cher et qui est très efficace. Enfin, beaucoup plus efficace que la méthode des rectangles. À nouveau, les algorithmes modernes, enfin pas si modernes que ça, mais en tout cas ceux qui sont utilisés dans vos calculatrices par exemple, sont encore beaucoup plus efficaces que la méthode des trapèzes. Voilà, donc je m'arrêterai ici pour cette vidéo.